Exclusivité accordée au colloque international de l'Ordre africain des grandes écoles et universités orageux. Bienvenue. Vous êtes bien sur les sentiers de la réussite, votre magazine. Le maître d'ouvrage de ce grand rendez-vous des scientifiques est le Centre d'études de prospective économique et sociale pour l'Afrique, CEPESA de l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiangema Mbazogo UPUNM. Et le thème consacré est enseignement supérieur, professionnalité et emploi, enjeux, perspectives pour l'Afrique. Tous les continents sont représentés à cette messe du savoir et d'échange pour le développement tenue à Cotonou à l'hôtel Golden Tulip ce 3 novembre 2017. Premier pas de notre numéro spécial, la synthèse de la cérémonie d'ouverture officielle que nous allons tous suivre ensemble. Il y a quelques jours, et plus précisément le 19 octobre de cette année, le ministre béninois en charge du travail lançait à Cotonou, je cite, « le projet de promotion de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes comme cheville ouvrière de ce pari censé optimiser la lutte contre le chômage des jeunes ». Le colloque qui nous réunit ce jour s'inscrit dans cette dynamique de professionnalisation des apprenants et de promotion de l'emploi des jeunes par le biais de la formation universitaire. Depuis l'accession des pays africains à l'indépendance, l'enseignement supérieur a le plus souvent eu pour finalité essentielle la délivrance d'un diplôme, les institutions d'enseignement supérieur ne se souciant nullement de la cohérence entre les formations délivrées, le besoin du marché et l'employabilité des destinataires bénéficiaires des dites formations. Pour tenter de pallier cette déficience, le professeur Valère Kakaïlélé, président de l'Ordre africain des grandes écoles universités, mais également président de l'Université Polytechnique Internationale Obiangema Mbazogo, a jugé opportun de réunir les chercheurs universitaires que nous sommes et les acteurs du monde de l'entreprise au fin de réfléchir, échanger et discuter autour de cette problématique. Ce colloque international doit servir pour nous tous comme une opportunité réelle de réflexion sur l'importance de notre système d'enseignement supérieur et son engagement à la professionnalité et l'emploi. Je pense que face aux défis actuels que connaît notre continent, il est indispensable aujourd'hui de mener un débat franc, ouvert, honnête sur la conceptualisation de notre système d'enseignement supérieur et surtout de favoriser la connexion, je dis bien la connexion, entre la formation et le développement des mécanismes scientifiques et technologiques. Pendant plus d'un quart de siècle, nous nous sommes investis dans la formation académique de la jeunesse béninoise et africaine. Nous nous sommes constamment demandé sur quel modèle se fonder pour faciliter l'accès des jeunes à la formation supérieure. Comment passer à la numérisation de la formation et comment amener nos apprenants à l'emploi. Ces préoccupations nous ont conduits à exposer notre vision dans l'ouvrage intitulé « Concilier l'économique et le social par l'éducation ». Il est alors apparu opportun de réunir d'éminents acteurs du monde scientifique et de l'enseignement supérieur venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, partout dans le monde entier, on dirait, pour échanger autour du rôle de l'enseignement supérieur face à la problématique de l'employabilité des jeunes en Afrique. D'où le thème du premier colloque de l'Ordre africain des grandes écoles et universités, enseignement supérieur, professionnalité et emploi. Nous espérons de ce colloque des débats très enrichissants et des conclusions pouvant permettre aux grandes écoles et universités africaines de retenir de nouvelles approches
qui nous permettront de mieux faire face aux défis contemporains du continent grâce à une jeunesse mieux formée et qui appréhende autrement la question de l'emploi. Nous affirmons déjà notre engagement à rééditer ce genre de rassemblement scientifique afin d'apporter notre pierre à l'édification d'une Afrique plus prospère à partir de l'enseignement supérieur. C'est donc pour moi un immense honneur, un redoutable devoir de souhaiter en son nom la cordiale bienvenue à tous les participants venus de plusieurs pays et d'horizons divers pour réfléchir ensemble et échanger leur point de vue sur l'épineux problème de l'harmonie à trouver entre la formation des jeunes en Afrique, leur employabilité et le taux de probabilité de leur accès au marché du travail. La formation de cette jeunesse africaine en pleine expansion est un rôle crucial qui incombe en grande partie aux universités et aux grandes écoles. Mieux, elles doivent davantage penser à l'articulation entre la formation et l'employabilité des apprenants. Ainsi, la formation des jeunes dans des secteurs porteurs, la recherche permanente de la qualité et de l'innovation en ce domaine, l'accompagnement des diplômés pour leur insertion professionnelle sont autant de priorités vers lesquelles les structures spécialisées dans l'enseignement supérieur devraient désormais orienter leurs efforts. Un colloque qui s'intéresse aux aspects ci-dessus énumérés ne peut que retenir l'attention du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de notre pays. C'est pourquoi Madame la ministre félicite les initiateurs de cette manifestation scientifique organisée par l'Université polytechnique Obiang Nguema Mbasogo, qui s'efforce à inscrire sa vision dans la stratégie gouvernementale de façon très remarquable et qui fait de l'adéquation formation-emploi un objectif prioritaire. Et comme ministère de tutelle, nous ne pouvons que nous engager à l'accompagner dans cette dynamique louable et rassurante pour l'avenir. Au nom de Marie-Odile Atalasso, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je déclare ouverts les travaux du présent colloque. Le colloque international de l'orageux est donc l'apanage de cet épisode sur les sentiers de la réussite, la première rencontre internationale, une toute première dans l'histoire du Bénin, organisée par une université privée. 3 panels ont été la base des discussions. Je vous invite à suivre la substance. Il m'a été proposé quelle formation pour quel secteur d'emploi en Afrique au XXIe siècle n'est pas seulement une question introductive de colloque. Cette conférence prévoit des panels sur le rôle de l'étudiant en lien avec l'auto-emploi, sur l'apport du numérique, sur l'entrepreneuriat, avec d'éminents spécialistes. Je suis convaincu que ces panels devraient contribuer à avancer sur ces questions. Il m'appartenait simplement de nous rappeler que nous n'avons pas vocation, et c'est l'enseignant-chercheur qui parle, à nous retrouver chaque année pour réévoquer les maigres progrès, dénoncer les difficultés et aborder les questions dans les mêmes termes. Il est aujourd'hui indispensable, les enjeux sont majeurs, ils concernent d'abord l'employabilité des étudiants, la capacité à vivre, la sécurité personnelle grâce à l'emploi et à l'inclusion sociale. Pour ce colloque, c'est que nous prenions les choses à bras-le-corps, que nous sortions des formulations rhétoriques pour donner des solutions dans l'intérêt même de notre jeunesse, en France, en Europe comme en Afrique. Je vous remercie. Comment devient-on entrepreneur? Parce que nous disons, comment faire de l'étudiant le promoteur ou le créateur de son futur emploi? Mais comment devient-on entrepreneur? Si le temps me permettait, j'avais envie que ceci soit interactif. La plupart du temps, quand vous fouillez, ceux qui sont devenus entrepreneurs, ce n'est pas ceux qui sont allés jusqu'à faire le doctorat. Le plus riche du monde n'a pas fini ses études.
Bill Gates, il n'a pas fini ses études. Et quand on voit ceux qui créent, ou dans notre socioculture, quand nous avons dit que ceux qui ne réussissent pas à bûcher pour rendre, pour être meilleurs, qu'ils sont tabassés, oui. Donc, c'est-à-dire en fond, ça veut dire que c'est les têtes qui ne peuvent pas étudier, ils ne sont pas intelligents, donc ils vont porter bagage. Notre socioculture, notre éducation à la maison, notre éducation à l'école, dans ce système éducatif, ne nous a pas préparés pour être entrepreneurs. Parce que pour être entrepreneur, il faut certaines capacités, le sens de l'innovation. Donc, nous sommes dans la dynamique de perpétuer et d'améliorer ce modèle pour offrir au Bénin la possibilité d'avoir ses propres entrepreneurs, ces entrepreneurs qui bâtissent des entreprises qui transcendent les frontières africaines, qui vont partout dans le monde et qui saisissent des opportunités partout et qui sont des agents de transformation et de développement ici au Bénin et dans le monde. Je vous remercie. UPI-ONM a eu le courage de créer une direction du développement social avec un conseil du développement social que dirige le professeur Valère Kakaï-Glélé lui-même. C'est dire toute l'importance qu'il accorde au devenir de ces étudiants qui, en réalité, sont désormais formés comme des promoteurs du développement social. Et comment? Au sein de la direction du développement social, UPI-ONM et l'Orageux ont créé l'Agence coopérative universitaire pour la promotion de l'emploi. UPI-ONM a aussi donc pris le courage de créer dans les 77 communes du Bénin des centres communautaires d'action sociale où il emploie ses anciens étudiants qui établissent au fur et à mesure la carte d'opportunités de création d'emplois du Bénin. Les ateliers techniques et professionnels sont intimement liés aux filières académiques qui existent au sein de l'université, avec la différence que nous les faisons sortir d'amphi pour les mettre au contact d'experts dans leur domaine, de moniteurs. C'est une très riche expérience que l'université d'Abomey-Cala vit. Et évidemment, je suis témoin de tout ça parce que je suis aussi enseignant dans cette université et bien évidemment recteur de l'UPI-ONM. Nous allons poursuivre les réflexions et tout ce que nous avons dit ici, évidemment, tout sera consigné dans le rapport final et qui sera transmis aux autorités, mais aussi à vous. Avec le numérique, de nouveaux métiers et de nouveaux types d'emplois émergent déjà et émergeront, entre autres à la faveur de l'accumulation des données disponibles. Par ailleurs, l'installation et la production de ces nouvelles technologies créera bien entendu de l'emploi. Certains travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de cette numérisation pourront valoriser leurs compétences dans d'autres activités qui connaissent pour l'instant des pénuries de main-d'œuvre. Sur le marché du travail, les gagnants seront donc ceux dont les compétences sont complémentaires à celles des outils numériques, ceux qui s'adaptent le plus vite aux nouvelles technologies et les personnes responsables de la conception, la gestion et le contrôle de ces systèmes et de ces outils. Avec le numérique, le lien social qu'implique l'activité professionnelle peut également être affaibli par l'individualisation de la relation du travail. Pour résoudre cet énorme problème, le pouvoir public, le secteur privé, la société civile, les milieux universitaires et les organismes internationaux doivent mener une action, j'allais dire, coordonnée, passant notamment par la prospective, l'appropriation et l'intégration du numérique dans toutes les pratiques. Je vous remercie. Comment assurer aujourd'hui une formation actualisée et de haute qualité
sans numérique. Ceci me semble être une question beaucoup plus complexe à résoudre que celle de la question qui est de la place du numérique dans l'enseignement. Aujourd'hui, comment peut-on faire sans? Aujourd'hui, le numérique est partout présent, donc vouloir faire abstraction de cet outil me semble totalement suicidaire. Ce que je voulais dire également, c'est que ça fait 30 ans que je suis dans la formation, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine de l'enseignement assisté par ordinateur, est un mot que je préfère très nettement à celui de e-learning et surtout de formation à distance. Et ça fait 30 ans que j'entends cette question récurrente, comme ce matin M. Casbariot entendait aussi une question récurrente, qui est « Quelle est la place du numérique dans l'enseignement ?» Chers parents, je vous invite à offrir non pas un portable à vos enfants, mais un ordinateur. Ainsi, vous allez pouvoir leur permettre donc d'avoir l'outil qu'il faut pour ne pas avoir à continuer par gérer des gens de 35-40 ans à qui vous allez continuer toujours à donner le petit déjeuner parce que situation oblige. Il revient donc à l'université d'offrir non seulement à ses apprenants, mais avant tout aux enseignants, la possibilité de se faire former au e-learning afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vous remercie. Moi, j'ai deux interprétations du sujet qu'on m'a demandé de traiter. La première, c'est que est-ce que l'université ou l'école peut devenir une entreprise sociale elle-même déjà? La deuxième, formation pour tous, mais pour quelle finalité? Les questions qui en découlent, c'est, on en parle depuis ce matin, c'est quoi l'entrepreneuriat social? Deuxièmement, s'applique-t-il à notre environnement? Et troisième grande question, qui faut-il former? Que faut-il former et comment le faire? Il y a trois alternatives. L'entreprise sociale vocationnelle, c'est les Américains, le change maker. Les Italiens vont apporter l'entreprise sociale coopérative. Et les Anglais sont, comme toujours, l'entreprise sociale commerciale qui est incarnée par le Royaume-Uni. Ce qui est plus difficile, c'est de démarrer. En entrepreneuriat, quand vous arrivez à plonger, comme on le dit en jargon entrepreneuriat, plonger dans la piscine, tout le monde n'arrive pas à le faire et vous verrez que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Que peut apporter spécialement le monde scientifique qui est notre monde à l'impératif de l'entrepreneuriat social ou au dogme des systèmes, face au sacralisme et au dogme des systèmes scientifiques d'éducation et de formation. Bon, je ne vais pas faire de commentaires là-bas. Comme tout le monde le sait, ce n'est pas évident que le monde scientifique soit un monde très ouvert. Et dernier élément qui est très important, j'avais essayé de ne pas répondre à la question, mais je vous la pose. Que peuvent les volontés politiques des chefs d'État ou des dirigeants africains en soutien au monde de la recherche, de l'éducation, de la formation pour une réponse adéquate à la question de l'entrepreneuriat social? C'est la responsabilité des acteurs. Nous estimons que cette approche qui va aller donc du l'entrepreneuriat social à travers l'éducation est possible, mais il nous faut ressortir, il nous faut encadrer la responsabilité des acteurs. À l'heure où les politiques nous ont fait beaucoup rêver, à l'heure où les idéologies se sont effondrées, la seule alternative qui nous reste, c'est de nous associer, de nous regrouper, soit en mutuelle ou bien en coopérative, pour agir concrètement sur le monde. Aujourd'hui, l'Afrique a raté le train de développement. La seule alternative qui reste à l'Afrique aujourd'hui, c'est quoi? C'est bien sûr de passer par l'entrepreneuriat social. Il y a un livre que j'ai écrit, L'emploi, une finalité sûre, à l'UPONM. Comment nous pouvons quitter la formation pour tous à l'emploi pour tous? Ce modèle économique est applicable partout. Il y aura des espèces humaines. Si vous lisez le livre « L'emploi, une finalité certaine », nous avons près de 33 000 et quelques emplois. Mais nous avions ramené à 25 000 emplois. Le nouveau challenge maintenant de l'UPI, c'est 25 000 emplois. Comme quoi nos rêves deviennent souvent une réalité. Je vous remercie.
L'entrepreneuriat social, en principe, devra réduire la pauvreté. Mais que faut-il former? Qui doit former nos jeunes? Vous nous avez donné les caractéristiques de ceux que nous formons, le rôle et l'apport de nos gouvernements. Quelle contribution nous attendons d'eux? Il faut une certaine harmonie dans les exigences que nous attachons au domaine de l'entrepreneuriat social. Il faut évaluer quelles sont nos capacités, nos ressources humaines, nos moyens financiers, etc. et responsabiliser les acteurs pour atteindre l'objectif. Je suis convaincu que ce que nous venons de faire, ce que nous allons continuer à faire, ça sera notre contribution, notre apport au développement de nos différents pays, à l'épanouissement de la jeunesse. Une fois encore, merci et du courage. Quelle que soit l'importance qu'on donne aux institutions de formation professionnalisante, vu la démographie galopante en Afrique, ni l'université, ni l'ensemble de ces écoles ne peut absorber les étudiants, les élèves ou bien les étudiants qui sortent des écoles secondaires. Il va falloir accompagner justement la réflexion de l'entrepreneuriat au sein de l'université comme dans les institutions adéquates par une orientation assez précoce de gens qui ne peuvent pas peut-être faire des études, mais qui peuvent sauver du temps, qui ne sont pas nécessairement obligés d'aller à l'université. Et là, la création, le fait de repenser même le secondaire est très importante. C'est important dans la mesure où on pourrait déjà donner une petite orientation à ceux qui ne sont pas appelés à faire de grandes études. Qui dit créativité parle d'individualité. Si vous connaissez, je ne sais pas si John Stuart Mill est un concept pour vous, dans le 3e chapitre de On Liberty, de la liberté, il écrivait ceci: le développement d'une société ne vient pas des conformistes, mais des gens bizarres. C'est-à-dire des gens étranges. Étranges depuis la façon dont ils se présentent à eux-mêmes jusqu'à la façon dont ils se comportent. Il y a urgence. Une urgence qui nous impose de considérer le savoir comme quelque chose à distribuer, comme un bien à disséminer, mais aussi comme un bien à adapter, non pas seulement au niveau de l'enseignement supérieur, mais déjà dans les dernières années de la formation secondaire, pour permettre à ceux qui n'auront jamais la chance de mettre pied à l'université, les grands inventeurs n'ont pas tous fait l'université, et permettre à ces gens-là de pouvoir apporter aussi leur contribution et de mettre leur créativité au service de la société, d'abord au Bénin, en Afrique et dans le monde. Merci. Une journée entièrement dédiée à l'enseignement supérieur, professionnalité et emploi, enjeux, perspectives pour l'Afrique. Les chercheurs venus de divers horizons en ont discuté et des conclusions sont donc à explorer dans quelques jours, à exploiter dans quelques jours. C'est un acte concrétisé par le Centre d'études et de prospective économique et sociale pour l'Afrique, CEPESA, de l'UPI-ONM. Un défi collé à une série de distinctions décernées à l'occasion. La rencontre a été mise à profit par l'Organisation internationale pour la paix et la sécurité, la protection et l'activation du droit international humanitaire pour la paix mondiale pour distinguer Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin, le président de l'UPI-ONM, l'ambassadeur de la Guinée équatoriale près le Royaume du Maroc, et le directeur du CEPESA au rang de docteur honoris causa. L'interprète Rémi Nokoudié a aussi reçu une distinction, un certificat de reconnaissance et de remerciement. Les rideaux sont donc désormais tombés sur le premier colloque international de l'orageux tenu à Cotonou par le CEPESA de l'UPI-ONM où l'emploi
est une finalité certaine. Merci de votre aimable attention et retenez cette pensée de Paul Valéry, je cite, « Un enseignement qui n'enseigne pas à se poser des questions est mauvais. » Un enseignement qui n'enseigne pas à se poser des questions est mauvais. À la prochaine.